Avant, c'était dans les années 72, j'avais rejoint l'école d'architecture de la rue Bonaparte, qui s'appelait à l'époque UP6, parce qu'il y avait des enseignants qui m'intéressaient et qui s'intéressaient eux aussi au solaire et aux applications du solaire dans les pays du Sud. Et ils avaient fait plusieurs publications. C'était Georges et Jeanne-Marie Alexandrov. Jeanne-Marie Alexandrov, qui était peut-être plus connue sous son nom de jeune fille, qui s'appelait Jeanne-Marie de Bucher. Alors, je les avais rejoints en tant qu'étudiant. J'avais 22 ans. À partir d'eux, j'ai eu accès à différentes personnalités qui étaient déjà connues dans le monde du solaire à cette époque-là. Alors, pas beaucoup dans le monde photovoltaïque, qui est encore au stade essentiellement de la recherche dans les laboratoires, mais beaucoup solaire thermique et le solaire thermodynamique. Le solaire thermique, il y avait une société, un industriel qui était basé à Mont-de-Marsan, qui s'appelait la Société Générale Héliothermique, qui avait été fondée après-guerre, dans les années 46-47. Et puis, j'ai eu aussi accès à une personne qui avait passé sa thèse, qui s'appelait Jean-Pierre Gérardier, qui avait passé sa thèse sur thermodynamique solaire basse température avec différents interlocuteurs africains. Donc, je me suis trouvé dans cette école d'architecture et quand le congrès a été annoncé, l'école d'architecture UP6 a voulu participer à ce congrès de l'UNESCO. Donc, on était quelques étudiants et les enseignants principaux à participer activement à ce congrès, c'est-à-dire que on a fait des préparations de maquettes à assez grande échelle qui fonctionnaient au solaire sur le parvis de l'UNESCO. Et puis, on a fait des publications sous forme de posters qui ont été affichés dans la salle d'exposition des posters de l'UNESCO. Donc, pour moi, à cette époque-là, l'approche était essentiellement les applications dans les pays du Sud, dans les applications dans les pays sahéliens, avec des liens comme le professeur Abdou Moumouni Yamé, qui était président de l'ONERSOL. Alors, en assistant aux conférences, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui travaillaient déjà sur les applications dans l'habitat, et puis, il y avait finalement un assez grand nombre de laboratoires dans le monde qui avaient des représentants dans ce congrès et que, en fait, c'était une confrérie, si on peut dire. Il y avait un laboratoire très connu à Tashkent, par exemple. C'était une confrérie de chercheurs qui n'avaient pas l'occasion de se rencontrer et que ce congrès était quand même, à l'époque moderne, le premier congrès permettant aux chercheurs du monde entier de se rencontrer, de faire connaissance de visu. Alors, le solaire et l'habitat étaient assez dominés par des communications nord-américaines, mais beaucoup canadiennes également. C'est-à-dire qu'il y avait l'Institut McGill qui était très en avance sur la recherche dans l'application dans le secteur de l'habitat, vu leur climat, c'est-à-dire assez ensoleillé et malgré tout très froid. Donc, il y avait toute une mouvance qu'on pourrait qualifier de libertaire qui avait fait des réalisations grandeur nature au Canada, mais aussi aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. De mémoire, cette session était assez dominée par des interventions nord-américaines. Je ne crois pas avoir beaucoup assisté à cette session, en tout cas je me souviens plus parce que c'est quand même très vieux, puis moi encore une fois, j'étais jeune à l'époque. Je me rendais pas bien compte de autant la potentialité dans la problématique du développement des pays du Sud par l'usage de l'énergie solaire sur leur territoire. Autant cette application me paraissait absolument évidente, autant l'application dans l'habitat en France ne m'apparaissait pas d'une grande évidence parce que la première crise de l'énergie d'octobre 73 n'avait pas encore eu lieu. L'énergie était très très bon marché. Les premières réalisations solaires dans l'habitat, il n'y en avait eu pas ou très peu. Enfin, on n'en connaissait pas en France, je veux dire. Moi, je me suis installé comme architecte à mon compte en 74. Il me semble bien avoir été le premier ou l'un des premiers à faire des réalisations solaires dans l'habitat concrètes. En juillet 73, ça ne m'apparaissait pas d'une grande évidence qu'on puisse faire des applications dans l'habitat en France et en Europe. Sur le parvis de l'UNESCO, il y a eu deux installations très différentes. Il y a eu une machine thermodynamique d'1 kilowatt, grandeur nature, qui avait été amenée
par une société qui allait devenir la Sofrates, Société française d'études thermiques et d'énergie solaire. Et la source chaude n'était pas reliée à des capteurs solaires. Pour les besoins de la démonstration, ils fabriquaient la source chaude localement avec un chauffage au gaz, la pompe solaire thermodynamique. Nous, par ailleurs, les étudiants de l'école d'architecture, on avait fait une petite station solaire avec des héliostats. Il y avait une trentaine d'héliostats d'un quart de mètre carré qui étaient manipulés à la main par les congressistes qui étaient présents. Et on renvoyait 30 images du soleil sur une chaudière qui se présentait sous forme d'un radiateur d'un quart de mètre carré. Et on transformait l'eau directement en vapeur d'eau sous pression. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que pendant les 4 jours du colloque, il a fait très très beau. Et donc, cette petite machine thermodynamique à concentration, munie d'héliostats, intéressait absolument tout le monde. Et les congressistes, au moment des pauses, venaient manipuler ces héliostats. Donc, à notre grande surprise, on se rendait compte que l'image du soleil sur la chaudière, même s'il y avait déjà 28 ou 29 soleils sur la chaudière, le 30e se voyait, c'est-à-dire qu'on arrivait à concentrer l'image du 30e héliostat sur la chaudière, on la voyait encore. Et puis sur nos posters, on avait dessiné des petites centrales solaires à concentration villageoises qui étaient reliées, en tout cas sur les posters, qui étaient reliées à des pompes thermodynamiques pour faire du pompage d'eau. Alors, je ne peux pas affirmer qu'en 73, Reiser avait déjà sa maison à Collioure, ça je ne me souviens pas, mais en tout cas, le centre Pompidou, qui avait des liens avec le château de Collioure, a organisé quelques années plus tard une exposition de chauffe-eau solaire en sculpture. Donc, il avait fait appel à des artistes qui avaient fait des chauffe-eau solaires sculptures. Voilà. Certains fabriquaient de la vapeur d'eau et cette vapeur d'eau sortait à travers des instruments de musique et donc faisait du bruit. Et quand on rentrait, quand on achetait son billet pour rentrer dans cette exposition du château de Collioure, on avait le droit à 2 pommes de terre, 2 patates qu'on mettait dans le cuiseur solaire à l'entrée et qu'on récupérait à la sortie. Et compte tenu de la durée de l'exposition, de la visite, ben, les patates étaient cuites. Voilà. Il me semble que c'est à la fin du congrès, et en fait, c'est un scientifique qui s'appelait Maurice Touchet, qui s'est, bon là, c'était dans le grand amphi de l'UNESCO, qui s'est levé et qui a entonné l'hymne Soleil. Et il avait dû préparer, parce qu'on entendait en fond de musique sonorisée l'hymne Soleil également. Tous les congressistes se sont levés et entonnait, même sans parole, mais simplement chantait, entonnait l'hymne Soleil comme un gage d'avenir. C'était un congrès joyeux parce que c'était à cheval sur la science, sur les scientifiques, sur l'apport scientifique, et en même temps, la première fois que ces scientifiques avaient tous l'occasion de se rencontrer et de prendre conscience qu'ils faisaient partie d'une communauté mondiale, en fait. Donc, il y avait des représentants africains, il y avait des représentants de l'Union soviétique, des représentants de Tachkent, qui était donc l'un des pays satellites de l'Union soviétique, l'Ouzbékistan. Il y avait des représentants canadiens à travers l'université McGill. Il y avait des représentants du Colorado. Tous ces gens qui travaillaient de façon isolée, y compris bien sûr le CNRS qui était déjà installé à Odeyo. Et donc, tous ces gens, moi j'ai eu comme impression que ces gens travaillaient d'une façon assez isolée, avec des communications. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc des communications papier avec des collègues du monde entier. Et là, c'était pour eux l'occasion de se rencontrer et de prendre conscience qu'il y avait une véritable communauté mondiale de gens qui se connaissaient, mais qui, pour la plupart, ne s'étaient jamais rencontrés. Dans mon souvenir, c'était à la fois des communications scientifiques et en même temps extrêmement humains. Je ne crois pas qu'il y avait une véritable concurrence. En fait, ces gens étaient isolés parce que la recherche sur le solaire en 1973, avant la première crise pétrolière, c'était pas encore véritablement un enjeu économique, c'était plutôt un enjeu de persuasion.